Donc bonjour Edith. Bonjour, je m'appelle Edith. Edith née Royan, petite famille sur Vernenay. Voilà. Nous sommes nés à côté de la glacière qui a sauté. Et moi j'avais en 1944 à peine un an, lorsqu'il nous est arrivé tous les drames sur Vernenay. Ça c'est vrai. Madame Lavessière, par exemple, qui a perdu sa jambe. Madame Adola, qui a eu ses deux bras qui ont sauté. Et lors de la guerre. Voilà, et pendant cette période-là, ma mère m'a attrapée et m'a ramenée à la maison en rampant, rue de la Ravine, et juste la petite fenêtre d'à côté, pour rentrer dans notre maison et se mettre sous un lit. Voilà, ça ce sont les histoires de ma mère. Voilà. Et en 1944, mon père nous a emmenés dans une remorque. Il pédalait son vélo, il roulait sur son vélo. Et il nous a emmenés jusqu'à Berthenonville voir ses grands-parents, ses propres parents. Et ses propres parents avaient une ferme. Et dans cette ferme, tout le monde venait pour la fête. Et ce jour-là, mon père m'a mis une petite couverture sous un pommier dans le petit verger. Tu avais quel âge? À peine un an. Paraît-il, parce que moi je ne suis pas au courant de tout ça, je ne m'en souviens pas du tout. Et puis là, j'étais assise sur cette couverture, et bon, comme un enfant qui essaye de rester assis et tout, et d'un seul coup, il y a eu un gros détonnement de bruit. Et on se demandait ce que c'était. Et mon père s'est rendu compte que c'était un avion qui venait mitrailler Berthenonville et tout le Vexin. Donc là, mon père a commencé à ramper pour arriver jusqu'au pommier où je me trouvais. Ne plus voir les poussières qu'il y avait autour de lui. Il s'est dit, ma fille, elle est morte. Et quand la poussière s'est apaisé et les avions sont partis, mon père il a retrouvé sa fille assise en train de manger une espèce de pomme verte et le seul pommier du verger qui n'était pas tombé, c'était là où je me trouvais. Et ça, c'est une chose qui a passé en famille chez nous tout le temps. La petite Edith, oh là là, la petite Edith. C'est une sainte, la petite Edith. Oh, la petite Edith. C'est une sainte. C'était ça tout le temps. Et toutes les autres personnes qui étaient au village, ils sont tous morts. morts. Oui. Donc il restait que toi? Que moi sur le verger. Et ma grand-mère et mon grand-père qui étaient dans... Bien sûr, les fermes, elles étaient à cette époque-là, il y avait toujours une ou deux petites marches et que mon père m'a ramené. Les autres habitants, oui. Donc tous les autres habitants ont été fusillés. Voilà. Et j'ai toujours entendu dire, ah, c'est elle la rescapée de Berthenonville. Mais quand on est petite comme ça, on ne fait pas attention à ça. Et après, on rentre chez soi. Et en rentrant chez nous, puisque le lendemain, je crois, mon père a repris la remorque derrière son vélo. Il y avait ma mère, il y avait un sac de pommes de terre dans la remorque. Et puis moi, j'étais sur le ventre de ma mère et mon autre sœur là. Et nous avons traversé Berthenonville jusqu'à Fourges. Et à Fourges, avant Gagny, il y avait un passage à niveau. Et au passage à niveau, il y avait des Allemands. Et mon père, il a eu peur. Il s'est arrêté et les Allemands ont dit « Stoppez !» Et mon père dit « Ça y est, on va être fusillé. » Car lui, il savait qu'il y avait un sac de pommes de terre où ma mère était couchée dessus pendant la guerre. Oui. Mais de l'autre côté, il y avait des morceaux de porc, puisqu'ils avaient tué le porc. Mais comme je dormais dessus, l'Allemand a dit « Oh non, allez, passez !» Donc on est passé. Et pourquoi ils vous ont laissé passer? Les Allemands, pendant la guerre, c'était ça. On n'avait pas le droit de transporter de la pomme de terre, on n'avait pas le droit de transporter du porc ou n'importe quoi. Mais pour quelle raison? Parce que c'était la guerre et qu'on était fusillés. Et c'était les Allemands, ceux-là.
Donc, on est rentré comme ça jusqu'à Vernonnet. Et mon père m'a récupéré. Et le sac de patates qui était en dessous, et puis le jambon qui était dessous, ils nous ont laissé passer. Ils l'ont pas vu parce que ta Un mère miracle. était allongée. Un miracle. Et tout ça parce que Edith, elle dormait Sur encore le sac. Edith, encore Edith. C'est vrai, à chaque fois, il y a toujours eu la petite Edith. En plus, c'est le thème justement, la persévérance. Et ça, c'est incroyable parce que mon père me disait toujours, et après, quand on a été enfant, et que on était toujours entouré de personnes d'un petit peu de tout âge, hein, Côte de Manie. Eh bien, la première des choses qu'il fallait que j'aille faire, moi, c'est demander à mon papa si je pouvais traverser la route, parce qu'on n'avait pas le droit. Et de l'autre côté, j'allais toujours aider les personnes âgées. Et ça depuis toute petite. Depuis toute petite. Depuis toute petite, toute petite, toute petite. Et papa ou ma mère ou même mes frères et sœurs disaient « Tiens, on va aller voir Madame Mantel ou Madame Mantel. » Et on les aidait, à tout point de vue. Si ce n'était que pour mettre la poubelle dehors, par exemple. Et tout petit, on l'a toujours fait. Et mon père disait toujours « Il faut toujours aider les autres. Aide-toi. » Et ça, c'est des phrases qui nous sont restées. Mes parents étaient chrétiens, catholiques, venant de Bretagne. On a été baptisés, les fêtes de communion et tout ça, la communion solennelle, tout. Malheureusement, en 1970, mon frère se fait faucher sur le pont de l'Ardèche à Vernon par un mauvais conducteur, bien sûr, et qui le traîne comme ça tout le long de l'avenue de l'Ardèche. Et moi, je venais d'avoir mon petit pitchounet, là. Je le promenais dans son landau, à Vernon. Et au même moment, qu'est-ce que c'est merveilleux de voir un hélicoptère se poser sur l'hôpital de Vernon. C'était la première fois que l'hélicoptère se posait sur l'hôpital de Vernon, parce qu'elle venait d'être réparée. Et donc on avait accès aux hélicoptères. Alors donc avec mon petit pitchounet, je lui dis regarde si c'est où. J'arrive à la maison, mon père m'appelle et me dit on vient de transporter ton frère à Rouen en hélicoptère de l'hôpital de Vernon à l'hôpital de Rouen. 17h, c'était l'heure où j'avais vu l'avion, l'hélicoptère. Bon. Et j'ai continué à aller voir mon frère pendant 3 mois dans un état comateux suite à ce problème d'accident dont lui, il a été fauché bien sûr. Il avait quel C'était pas de âge? sa faute. 20 ans. Et toi, t'avais quel âge? 25. Et à 20 ans, il venait d'être libéré du service militaire, il descendait de la gare de Vernon. Il a appelé ma mère à la cabine en lui disant « Maman, avant de venir te voir, je vais aller dire bonjour à son copain, avenue de l'Ardèche. » Et avenue de l'Ardèche, il y en a un qui a fait un mauvais démarrage en côte et qui l'a fauché jusqu'au monument là-haut. Quand on connaît là. Et c'est comme ça que j'ai appris que c'était mon frère. Et pendant 3 mois, tu y allais tous les jours? Tous les jours. Tous les jours, j'étais à Rouen. À Rouen. Tous les jours. Je partais à 12h30, ça je m'en souviens. Et je revenais que quand voilà. Et un jour, on nous a prévenus, on ramène ton frère Bernard sur Vernon. D'accord. Bon, je vais quand même aller le revoir à Rouen. Impossible. Ma 4 chevaux, parce que j'avais une malheureuse 4 chevaux, n'a pas voulu démarrer. Elle n'a pas démarré. Je dis ça à ma pauvre soeur, elle me dit c'est pas grave, puisqu'il doit rentrer aujourd'hui, on va aller à l'hôpital de Vernon et on va leur expliquer et on va l'attendre.
C'était fini. 20 ans. Voilà, il est arrivé. Et t'as déprimé pendant cette période-là? Ou pendant les 3 mois où tu y allais tous les jours, t'étais toujours, t'avais l'espoir? Action. C'était- Ah non, non, non. Non, pas du tout. On va continuer. On va continuer, on va travailler. On va surtout penser à papa et à maman qui perdent leur fils. Pourquoi la mort vient nous frapper à cet âge-là? Quand tu n'as rien eu dans ta vie, puis d'un seul coup, paf, une chose pareille, c'est pas possible. On a continué, on a lutté, on a fait avec mes parents le maximum. Et lorsque, comment je veux dire, nous sommes allés à un monde fou pour les obsèques de mon frère, un monde. Et les prêtres de Vernon et de Vernonnet, j'oublierai jamais. Bon, très bien, mais mon père me prend la main, puis il me dit, nous allons aller au cimetière ensemble. Et oui, après la cérémonie. Il me dit, tu vois l'église? Tu vois l'église? Jamais plus je me mettrai les pieds. Ils ont tué mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Un trou. En te disant, est-ce que tu dois continuer de la même manière dans ce que tes parents t'ont offert? Ma mère était désemparée, alors là, elle savait même plus où elle était. Mais mon père, il avait comme une vengeance. Oui. Il était rempli de haine et de colère, c'est ça qui le tenait. Énorme, énorme. Et puis, l'année d'après, au mois de novembre, l'année d'après, mon père il m'appelle et me dit, veux-tu venir avec moi? Je voudrais aller jusqu'au cimetière sur la tombe de Bernard. Je dis oui, bien sûr. Obéissant d'abord. Puis je me suis dit, pour que mon père me dise ça, c'était pas son habitude de revenir en arrière sur ça. Sur sa décision, c'était 1 mois après? Un an après. Ah oui, c'était pas question. Comme c'était le mois de novembre, la messe aussi de tous les défunts, de tous les saints. Et mon père, on se gare un petit peu après l'église, ça c'est gravé dans ma mémoire. On descend, on va au cimetière, on se recueille. Un silence total, mais total, total. J'avais l'impression d'entendre la respiration de mon père là à côté. Il m'avait appelé, je l'ai accompagné. Et on repart, et on passe devant l'église. Mon père me dit, tu peux m'aider à monter les escaliers? Je vais aller dans l'église. Et toi, pendant les 1 an, est-ce que tu es retourné à l'église? Ah ou oui, tu toujours. Donc tu avais toujours cette persévérance? Toujours. Et tu priais pour ça? Ah oui. Puisque j'ai toujours continué, comme je faisais du catéchisme aussi, tout ça, avec Michel Morin et autres. Tu lâchais pas? Toujours. Ah, toujours Bernard, toujours, et tout, pour tout le monde. Et quand mon père m'a dit, tiens, tu vas me donner un coup de main, on va monter les marches de l'église, je vais aller dans l'église. C'est toutes tes prières qui ont été... Je me suis dit, oh oui. Je dis oui. Allez, on y va. Tu sais, je voulais jouer un petit peu une voix différente parce qu'on était toujours dans la tristesse. Et oui, on est monté. Puis arrivé là, mon père, il fait, attends. J'ai l'impression de le voir. Attends. Je vais mettre une petite pièce parce que je vais mettre un cierge. Et on s'avance. Et mon père était mettre un cierge. Bon, ben on va s'asseoir là. Il m'a dit, assieds-toi. Silence total. Mon père. Il était en train de
peux pas dire parce que jamais nous en a reparlé. Et on est repartis tous les deux. Il m'a dit dimanche prochain, tu vas à la messe où? Il me fait. Ben, je dis ça dépend, ou Gamilly ou à Vernonay. Vernonay. Il me dit bah, si tu vas à Vernonay, je vais y aller. Et je dis bah, je vais aller à la messe de Vernonay. Donc à Vernonay, petit village à côté de Vernon. On est retourné et mon père a continué à prier à Vernonay. Pour être plus près de son fils en passant par l'église. Il avait quitté 1 an et puis il a vu que ça ne l'aidait pas et puis il est C'était- retourné. Mais malheureusement, qu'est-ce qui nous arrive l'année d'après? Ma sœur, 32 ans, nous quitte de maladie. Ah, le bon Dieu ne va pas me faire ça, comme disait mon père. Ah, le bon Dieu ne peut pas me faire ça, moi. Je dis, mais papa, c'est pas le bon Dieu, là, c'est avec la maladie et tout ça. Et c'est le bon Dieu, quand même. Voilà, ça recommençait. À travers tout ce qu'on pouvait lui dire à mon père, ou à ma mère aussi, c'était mieux accepté. Mieux accepté, mais surtout, une messe. Pas de bénédiction. Une messe. C'était une chose. Donc je me suis dit, petit à petit, parce que dis donc, il faut travailler là-dessus aussi. Oui. Hein. Moi, j'avais personne autour de moi. Grâce aux prêtres qui étaient entre Vernon et Vernonay, ça ils peuvent le dire. Mais quand mon père avait demandé une messe, d'accord, il y a eu une messe. Et mon père était vraiment comme pour dire, elle a fini de souffrir, elle va aller rejoindre son frère. Ils en ont des choses à se dire. C'est ce qu'il a dit. Bon. L'année d'après, rebelote, mon autre sœur, 42 ans, qui laisse 2 petits pitchounets, qui était décédé à la suite d'un microbe qu'il y avait eu comment je veux dire, les sycobes, là, et qu'elle s'est retrouvée atteinte du virus, c'est vrai. Donc elle avait 2 petits pitchounets, de 4 ans et... Non, 2 ans et 4 ans, qui décèdent. Elle décède. Mon père, il a dit non, elle ne restera pas toute seule dans la région parisienne. Ça va se faire à Vernonay. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Et moi, j'étais enceinte de ma fille. Et il ne fallait pas que je bouge, il ne fallait pas que je me lève. J'étais en perfusion. Eh bien, j'ai demandé. Et j'ai dit, il n'y a rien à faire. Le bon Dieu, s'il ne veut pas que je meure, puisque mes frères et sœurs partent tous, je partirai après. Alors, je vais pouvoir y aller, les accompagner. Et j'y suis allée. Et ma sœur qui est décédée, pareil. Et après, mon autre frère, Combien de temps après? 2 ans. Les autres, c'était presque toujours au mois de novembre, 2 ans. Alors là, je dis non. Tu as continué à persévérer, tu continues à prier À tout le toujours. temps, à tout le temps. T'avais combien de frères et sœurs? 5, Donc c'est les 5 et là il reste que toi. voilà. Et mon père disait toujours, tu vois, hein, c'est encore toi qui es toujours debout, à travers le pommier. Oui. Moi, c'est un petit peu trop. Moi, j'ai dit non, il faut que j'avance, Donc je me suis mise à faire le caté, bien entendu. Oui, tu t'es toujours dit, faut avancer, faut pas rester, faut pas déprimer. Depuis Et ça, petite, je pense aussi que ça venait aussi des membres de la famille de mon père, hein, de toute sa famille qui disait non, faut pas lui en vouloir au bon Dieu, au Seigneur. Il faut avancer. Comment veux-tu que j'avance? J'ai plus personne autour de moi. J'ai élevé mes neveux et mes nièces, puisqu'ils avaient plus de maman. Je dis, comment veux-tu que j'avance? J'aurais voulu qu'il y ait autour de moi plus de chaleur. Oui.
Il a trouvé nulle part. Mes pauvres parents, ils étaient effondrés. Donc je me suis retournée sur mes pauvres parents en allant les voir tous les jours bien sûr, route de Chambray et moi, rue de Foulon-Rue. Et puis petit à petit, j'ai dit, tu sais papa, hein, je vais me remettre au travail et puis... Oh ben me dis-toi, je te vois très bien avec les personnes âgées. Tu as toujours aimé les personnes âgées. Voilà, je suis rentrée au service social de Vernon en 78. Je n'ai pas arrêté de m'occuper des personnes âgées. Et là, après, là, tu es toujours Tout le temps. Tout le aussi temps. en train de Tout le temps. t'occuper des Là, personnes comme âgées. ce matin, je ne pourrais pas faire autrement. Et j'ai l'impression qu'à travers ce que je fais là, je pense à mes grands-parents, je pense à mes parents, aux grandes tantes et qui ont été malheureuses aussi, parce qu'il fallait après les mettre dans des maisons de retraite ou n'importe. Mon oncle qui a vécu dans une ferme et qui couchait dans un endroit où il y avait du foin, parce qu'il ne voulait pas aller dans la maison d'à côté. Et tout ça, ça m'est resté. Et puis j'ai continué. Et puis tous les voisins, et puis voilà, et puis faire ce que je fais maintenant. Parce que j'ai quelqu'un qui me pousse. Je le sens. Et ça, c'est des étincelles au bout des doigts. C'est pas grand-chose, hein. Oui, mais tu touches les cœurs, toutes les personnes que t'aides, c'est ça. Oui, mais c'est justement, c'est que... Et c'est à la portée de tous. C'est ça que je voudrais faire comprendre aux gens. Parce que quelquefois, tu sais, tu es à l'église, tu vois tout le monde, voilà, bonne journée, bon dimanche, au revoir, tac, boum. Oui. C'est tout. Amen, au revoir, et après on fait Voilà. rien, reste assis. Et puis quand tu dis, oh bah le pauvre, on veut pas en entendre. Non. Et discrètement. L'action. Voilà. Et tu fais Être des sur belles le terrain, choses. aider les gens, toucher les gens. Et tu fais des choses extraordinaires. Mais tu n'as pas besoin d'aller mettre ça sur le journal. Tu l'as fait, c'est une action extraordinaire. Moi, pendant 30 ans que j'ai tenu mon foyer de personnes âgées rue Ambroise Bully, le bonheur que j'ai pu apporter aux autres et qu'ils m'ont apporté. Oui, il y a toujours un échange. Attention. Toujours, quand on aide quelqu'un, on Voilà. reçoit toujours quelque chose. Parce que j'ai quand même On sent le assisté à bonheur. des suicides, Oui. j'ai quand même assisté à pas mal de choses. Hein. Mais à travers tout ça, bon, bah, partager et tout ça, c'est pas possible. Mais c'est trop beau. Moi je trouve que c'est... Et là, comme disait mon petit neveu, quand il m'a vu partir il a vu sur internet que je partais à distribuer des masques avec Madame Hans. Ah, il me dit, ça m'étonne pas de toi, Tata, ça m'étonne pas de toi. Tes actions, tu les continueras tout le temps, toute ta vie. C'est beau, c'est bon. Mais je demande surtout pas d'être en photo. Oui, tu fais pas de publicité parce Pas que ce que tu fais, Publicité, c'est parce que ce que vraiment, l'on fait, c'est pas pour voilà. ta gloire à toi, c'est pour Dieu. Voilà, c'est la gloire de Dieu. et en plus de ça, tu peux le partager avec quelqu'un qui t'a bien vu, qui t'a parlé et qui peut faire pareil que toi. Tu vois ce que je veux te dire? Sans faire des « oui, je fais ci, non. Humble. Oui. Moi, mon bonheur, c'est ça. Mon bonheur, c'est ça. C'est d'aider les autres. La dernière fois, le monsieur qui était sans logis, là, hein, il arrivait du Bénin. Il était allongé, là, sur la... Ah bon, la Oui. place, Et puis, je vois une dame à côté de lui, elle me dit « Oh, madame, je suis surprise parce que le monsieur... Je dis « Vous le connaissez ?» Elle me dit « Non, c'est parce que comme il m'a demandé un petit peu de... Bonjour. Bonjour. » On se parle un petit peu. Je dis, vous venez d'où? Elle me dit, Bénin. Vous êtes venu comment? En bateau. En bateau, et puis il a atterri ici. À Gaillon. En Normandie, à Gaillon. Gaillon par l'intermédiaire du bord de Seine, je ne sais plus. Enfin, c'est pas grave. Mais je lui dis, mais vous n'avez pas faim? Moi, je vais vous parler en français. Avez-vous faim? Qu'est-ce que vous avez mangé? Pas grand-chose. Tout jeune, hein? Ben, je vais aller vous chercher à manger. Qu'est-ce que vous voulez? Du pain? Fromage? Faut faire attention, c'est musulman ou pas. Hein? Je vais à côté de la bijouterie, là, en face. Je vais lui chercher un sandwich.
du pain, du fromage. Oh, il pleut. Oui. Du pain, du fromage, pas de souci. Je lui ramène. Merci, merci. Ça, c'est pour ce soir. Ah ben, je dis, puis à midi. Fallait me le dire, je vous en aurais acheté deux. Parce que je communique un peu, je vais là. Non, ça va aller. Je dis, non, non, je sais ce qui vous manque. Dans mon sac, puisque j'avais fait 3-4 courses, je lui ouvre un sac de dates. Des dates. Oui. Ah, parce qu'à travers ce qu'il avait dit, tu as compris qu'il était musulman, c'est ça? Oui, c'est pas ça, c'est que le fruit de la date est très très riche. Riche à tout point de vue. Il m'a attrapé le sac. Merci, merci, merci. 20 ans, pas plus, hein, pas plus. Alors, donc il a mangé les dates. Ben, je partirai que quand vous aurez fini le sac. Et la dame qui était à côté, elle me fait, j'ai jamais vu ça. Pourquoi? Ben, je dis, il faut insister. Il a besoin de manger. Ce soir, il va manger son fromage et là, on va lui donner des dates. Et puis, je lui ai donné une bouteille de jus d'orange. C'est rien du tout. Et c'est ce que je dis toujours pour l'amour de Dieu. C'est à la portée de tous. Et ça, c'est vrai. Vous verrez. Si chacun y met du sien, puis on est heureux. Oui. Moi, en plus, je pense que ça nous donne une joie. Oui, c'est ça, totalement. Une joie. Quand on aide quelqu'un, on est Oui. joyeux déjà de lui avoir rendu service. Voilà. Et cette personne aussi. C'est pas le tout aussi d'aller joyeuse prier. parce qu'elle était dans le besoin. Voilà, c'est pas le tout d'aller prier. Ça, c'est pas le tout d'aller prier. Mais en sortant, tu n'es pas capable de dire ni bonjour ni au revoir en sortant. Non. J'ai remarqué dans la vie que nous vivons qu'il ne faut pas s'enfoncer soi-même non plus. Tu sais, pour dire aujourd'hui, hein, ça arrive ça. Oui. Je vais faire puis ici. Puis à la télévision, on dit oh là, non, non, il faut s'élever et à chaque fois, moi, je me suis toujours élevée grâce au ciel. Il y a toujours un petit rayon qui te dit hé oh, t'es pas toute seule, hein? Si on l'a pas dans sa tête, son rayon de soleil, c'est là qu'il faut travailler. Parce que le bon Dieu va pas pouvoir t'aider si tu ne l'aides pas. Oui. Oui ou non? Oui, totalement. Totalement. Il ne peut pas faire tout aussi à notre place. Si tu ne fais rien de ton côté, hein, là, bon, pour n'importe quoi, tu vas... Voilà. C'est super. Après, tu vas avoir autre chose. Moi, c'est mon bonheur. Alors, bah, écoute, merci Edith. Merci beaucoup. Et je suis sûre que ça va toucher beaucoup de monde, ton témoignage. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Aimons-nous déjà. Acceptons les uns et les autres tels qu'ils sont. Et vous verrez qu'au bout de tout ça, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Et ça, on ne pourra jamais le retirer. Chacun y met du sien. Chacun. Amen. Et on a toujours un rayon de soleil. Merci. Bon, bah, merci Edith.